Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Fnac Darty? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers ici. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, comme d'habitude, on suit le plan. Le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PR moyen, la dette nette, la qualité de dividende, si dividende il y a. OK? Donc, ici, nous avons la compagnie Fnac Darty. Fnac Darty ici, qui est un spécialiste de la distribution de matériel électroménager, électronique et de produits culturels. Donc, c'est essentiellement un détaillant de ce genre de produits-là. OK? Donc, on a un détaillant ici. Alors, je vais rechercher premièrement le revenu, la tendance des revenus ici. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants sur les dernières années ici? Donc, on va faire simple. On prend ça, on va sur le revenu. Boum. Sur les 12 derniers mois, qu'est-ce qu'on a? On le met ici en histogramme. Nous avons plutôt sur les 12 derniers mois, nous avons plutôt des revenus à peu près de 8 milliards ici. Donc, on constate ici que le revenu a tendance à croître sur les derniers mois. D'accord? Donc, on voit ici que nous sommes en 2020, c'est celle-ci, donc 2020, et à partir d'ici, on a une croissance des revenus. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette légère croissance des revenus-là? Ce qui n'est pas mal, mais il faut répondre à la question pourquoi. Donc, ici, on a des revenus de près de 8 milliards. On voit qu'à peu près, depuis 2017, on est plutôt à une stagnation des revenus par là aux alentours de 7 milliards, aux alentours de 7 milliards 400 par là. Donc, rien qu'en 2021, on a eu des revenus assez élevés. Et par rapport à ce qu'on a connu en 2021, ici, donc au mois de décembre 2021, on était à peu près à 1 milliard, à 8 milliards de revenus. Non, est-ce que c'est 8 milliards? Presque 7 milliards quelque chose. Donc, je vais juste aller regarder ça. On va grossir tout ça. Nous avons combien ici? Voilà. Est-ce que c'est possible ici? Ok, bon, on va le faire comme ça. Hein. Donc, aux alentours du mois de décembre, ici, on avait à peu près, voilà, légèrement, un peu moins, aux alentours de 8 milliards en termes de revenus. En date d'aujourd'hui, on est un peu moins que ça. Donc, je peux regarder ici en termes de croissance ici. Donc, on va le mettre ici en termes de croissance. Donc, croissance des revenus ici. Ok, donc on constate qu'en 2022, on a des revenus moins élevés que à la période actuelle, donc au 30 juin 2022, sur les 12 derniers mois, donc entre le 30 juin 2021 et le 30 juin 2022, on a à peu près 1%, 1,24% de différence. Donc par rapport à l'année précédente, à la même période, d'accord, les revenus sur les 12 derniers mois sont moins élevés. D'accord? Donc, on a une compagnie assez stable ici. On ne va pas dire que c'est une compagnie de croissance ni quoi que ce soit. C'est à peu près une compagnie assez stable. Donc, en prenant même 8 milliards de revenus ici, je suis même assez gentil par rapport à ça. Donc, je vais mettre ici 8 milliards de revenus. D'accord? On va le mettre à 8 milliards. OK. Donc, maintenant, c'est un détaillant. On va regarder ici margin, l'EBITDA margin ici pour essayer de voir à peu près est-ce qu'on arrive à maintenir nos marges année après année. Donc, on constate ici que c'est les 12 derniers mois. Voilà, il y a un peu une légère pression sur les marges ici. Donc, avant la période avant la pandémie, on était à peu près à 5% de marge. Actuellement, on est à 4,35%. Au mois de décembre 2021, ici, on était plutôt à 4%. Donc, les marges sont en train de diminuer. Donc, peut-être que c'est parce qu'il y a une pression au niveau de la chaîne de logistique ici, dans tous les cas de figure, ou bien l'inflation. Donc, dans tous les cas de figure, quand on a ce genre d'informations, il faut déjà poser les bonnes questions dans les bilans. Pourquoi? OK? Donc, ici, on a trouvé le revenu. La croissance du revenu, on va mettre croissance 0 ici. OK? Ouais, gentil, 0. Donc, le free cash flow. Donc, pour le free cash flow, je compare le net income, d'accord, avec les free cash flow. Donc, free cash flow ici, boum. Voilà. Donc, je les mets sur le même graphique ici et on dézoome ça. On dégrossit un peu ça. Donc, on voit ici que les free cash flow sont de 233 millions ici, alors que les net income sont aux... Je vais mettre ça en histo. Il faut pas que j'enlève ça en mode log. Voilà, on va les mettre en linéaire. OK. Et on fait. Donc, on voit ici que les free cash flow sont à la ligne en violet, un peu plus élevés que les net income ici. Donc, les net income sont à 126 millions, les free cash flow sont à 223 millions ici. Alors, ça, c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que les free cash flow sont élevés sur les dernières années? Pourtant, quand on regarde bien l'historique, on voit que bon, ils ont à peu près tendance à se suivre ici légèrement, mais voilà, quand je dis tendance à se suivre, je le fermer comme ça et je remets encore les free cash flow juste pour essayer de le remettre à peu près sur le même graphique. Donc, on a les free cash flow ici. Free cash flow, on les met encore ici. Bon, ça fait la même chose. Bon, c'est pas grave. Pour les free cash flow, tout ça, on va le laisser comme ça. C'est pas grave. Donc, on a des free cash flow autour de 200 millions.
On a des net income aux alentours de 126 millions. Donc, je vais essayer de mettre les free cash flow ici sur les derniers, à peu près en yearly. Donc, on a 400 millions à peu près sur les 3 dernières années, près de 400 millions de revenus ici. Donc, quand on regarde par rapport au net income également sur les 3 dernières années, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, en yearly, pour les net income, je les mets ici en yearly, ici, voilà, boum. On a à peu près quelque chose aux alentours de 130 millions par là, 130, puis si on veut exagérer, 140. Pourquoi est-ce que les free cash flow sont élevés à cette période-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une dépense en capital moins élevée? Donc, je vais regarder le CAPEX ici, parce que moi, ça me stresse un tout petit peu. Donc, capital expenditure, CAPEX, capital expenditure, donc dépenses en capital expenditure, donc dépenses en capital ici, sur les 12 derniers mois. Ouais, c'est à peu près stable. Sur les 12 derniers mois, on a à peu près ce qu'on a connu, 120, 110 millions par là. OK. Est-ce que c'est parce qu'on a réduit les inventaires ici, donc Day Sales Outstanding, donc Day Sales Outstanding Average, Reachable, est-ce que je vais mettre ça ici? Average Day Sales non payable, Day Sales Outstanding, payable. Inventory, ok, on va mettre l'inventaire 12 derniers mois. L'inventaire est plutôt stable ici. Voilà. C'est à peu près stable. En fait, excusez-moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu sur les free cash flow. Les free cash flow sont très élevés sur cette entreprise ici sur les 12 derniers mois. Donc, je vais regarder les chiffres ici. Alors, quand on regarde les cash flow from operation, je vois 100 millions net income, 400 millions ici, dépréciation, amortissement. Ça fait aussi 400 millions, moins les variations au niveau du working capital ici, qui est à peu près resté stable. Capital expenditure, moins 1 milliard ici. Est-ce qu'il y a autre chose? Cash flow from investing, non, from financing, total repair, repurchase, special dividend, other activity. Il y a quelque chose de bizarre. Alors, moi, quand je doute sur les rapports financiers, les états financiers ici, déjà, je vais regarder le niveau d'endettement de l'entreprise ici. Donc, je vais aller sur les rapports financiers ici pour aller creuser par rapport au free cash flow. Je veux savoir, est-ce que les free cash flow et les net income sont différents. Donc, je regarde la dette nette ici. Donc, dette nette, d'accord. Total, net dette ici. On a une dette nette ici à combien? On a une dette nette aux alentours de 1 milliard 650. Donc, je vois que cette dette nette-là a bondi entre 2018 et aujourd'hui. Donc, en 2018, on n'avait presque pas de dette nette. Ici, on avait du cash net. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est une point d'interrogation. Alors, est-ce que Fnac Darty, c'était la même compagnie? Est-ce qu'ils ont fait une fusion? Ce genre de choses. Alors, on a 1 milliard 650 millions pour la dette nette. 1 milliard 650 millions, 1 milliard 65 B. Donc, le nombre d'actions ici, donc on essaie de liquider le reste rapidement. Donc, le nombre d'actions ici, average, outstanding, donc 12 derniers mois, on est à peu près à 28 millions ici d'actions. Donc, je vais mettre 28, pas 28.26, on va mettre 28 ici. De toutes les façons, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, on va mettre 28 millions ici. 28 millions d'actions. Voilà. Est-ce que ce nombre d'actions a tendance à augmenter, à diminuer? Ouais, il augmente légèrement ici, donc c'est bizarre. Bon, il est presque stable depuis 2017. Hein. Donc, on va le dire qu'ok, c'est correct, on va le laisser là. Alors, le nombre d'actions, 28 millions. On a trouvé le nombre d'actions. Donc, le PER moyen, on va y revenir parce qu'on va aller regarder d'abord les free cash flow. OK. Donc, on va sur les free cash flow. Premièrement, quand je vais sur Fnac Darty, parce que les gens ne savent pas souvent comment on fait pour aller sur la page des investisseurs. Donc, Fnac Darty, investisseurs. Donc, investisseur, je mets ça là, on tombe sur la page investisseur directement. Donc, Google est votre meilleur ami. N'hésitez pas à l'utiliser ici. On a accès à beaucoup d'informations dans notre génération ici. Donc, à la fin de la journée, vous n'avez aucune excuse si vous ne trouvez pas une information. Donc, ici, je viens, document d'enregistrement général 2021, je le télécharge. Voilà, donc on attend quelques instants. Donc, ce qui m'intéresse ici, il faut essayer également regarder, vu que c'est un centre détaillant, essayez de regarder par rapport aux bâtiments qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont plus de bâtiments en location ou bien est-ce qu'ils ont des bâtiments en propre, d'accord? Parce que les bâtiments en propre, ça peut représenter une source de cash. Donc, si on est en difficulté, peut-être qu'on pourrait revendre certains bâtiments ou bien faire ce qu'on appelle le sell and lease back, c'est-à-dire je vends mon bâtiment, mais je le loue encore, d'accord?
Alors, donc, ici, on a les états financiers. Donc, déjà, je parlais de bâtiments tantôt. On va déjà regarder ça ici. Est-ce qu'on a des informations par rapport aux bâtiments? Donc, les bâtiments, c'est souvent les premières pages ici. Est-ce qu'on a les premières pages ici, 5 ans. Donc, bâtiment, responsable 5, environnement, évolution réglementaire, parc immobilier. OK, page 49. Donc, simple. Je mets page 49 ici. Alors, parc immobilier, est-ce qu'on tombe à la page 49? Parc immobilier, parc et magasin, blablabli. Est-ce qu'ils ont du... OK. La plupart des biens immobiliers sont loués. Toutefois, le groupe dispose d'un parc immobilier en propriété regroupant 55 magasins, un entrepôt et 9 autres locaux d'activité. Bon, c'est pas beaucoup par rapport au nombre de magasins qu'ils détiennent. Allez-y regarder quel est le ratio, etc. Donc, ici, après ça, qu'est-ce que je fais? Généralement, ça sert à rien. Bon, pas que ça sert à rien. Quand vous regardez les magasins, il faut également que, s'il y en a beaucoup, il faut également que l'entreprise ait la volonté de monétiser cela. Si ce n'est pas le cas, c'est juste des magasins qui sont là. D'accord? Donc ici, également, ces magasins-là peuvent avoir des hypothèques adossées dessus. Donc peut-être que ça n'appartient même pas aux actionnaires. Donc il faut également regarder l'état de la dette en elle-même, dans les spécificités au niveau de la dette. Donc je recherche la page ici 275. 275, c'est la page au niveau des free cash flow. Donc je vais chercher ici la partie des operating, enfin, cash flow from operation. Alors, on va aller regarder ça ici. Ça, c'est le bilan. Déjà, le bilan, ici, on le regarde. Alors, les actifs, OK. Le passif, juste pour regarder ici au niveau du bilan, pour rechercher juste la dette nette. Donc, dette à court terme. Dette à court terme ici. Où est-ce qu'il y a dette passif financier courant, OK, dette locative, emprunt et dette financière à court terme, OK, 200, dette locative, 238 millions, attendez, dette locative, OK, donc ils ont des loyers, c'est normal, donc dette locative à court terme, dette locative à long terme, 800 millions, ici on a une dette nette, donc pas une dette nette, mais un niveau de dette, dette à long terme de 900 millions. On a une dette locative de près de 891, moins le cash qu'on a ici. Et on a 1,6 milliard en termes de dette nette. Je pense que la dette nette ici prend en considération les loyers. Or, je vous ai toujours dit que les loyers, ce sont des obligations uniquement quand l'entreprise fait faillite, parce qu'on ne les repaye pas de la même façon. Les loyers, on les paye dans la partie opérationnelle du bilan, donc au niveau du net income, etc. Alors que la dette, on la paye au niveau des cash flows, dans la partie des cash flows. Donc, c'est-à-dire que sur la partie opérationnelle des états financiers, on rembourse les intérêts sur la dette. Sur la partie des cash flows, on paye le principal. Or, la dette ici, il n'y a pas de principal, en fait. Donc, je paye les loyers, il n'y a pas de principal, en fait. Enfin, le principal est remboursé, si vous voulez, directement au niveau de la partie opérationnelle du bilan. Donc ici, la dette nette de cette entreprise est en dessous de 1,6 milliard. Je dirais même qu'on a une dette nette ici aux alentours de 930, je vais mettre une dette de 932 millions ici. Enfin, ça c'est sur le 2021 ici, donc ça n'a pas beaucoup changé. Donc je pourrais également regarder ici qu'est-ce que Yahoo Finance me dit, mais on va aller regarder ça ici. Donc je sais déjà que la dette nette, il y a un problème. Donc je regarde la partie opérationnelle ici, donc je regarde la partie des free cash flow. Je cherche ici les free cash flow. Qu'est-ce qu'on a? Alors, où est cette information? OK, les flux de trésorerie. OK. Donc, on a près de 500 millions activités opérationnelles ici. OK, parfait. Voilà ce que je cherchais. Remboursement des dettes locatives, 228 millions. Dans les bilans des compagnies européennes, ils ont tendance à mettre la partie de remboursement de la dette locative au niveau de la partie des cash flows, des flux de trésorerie. Je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais ça donne une mauvaise information sur les free cash flow. Une mauvaise information sur les free cash flow. Parce que ici, ça vous donne des informations sur les free cash flow qui sont fausses. Pourquoi? Parce que les free cash flow, c'est après qu'on ait payé, voilà, tout ce qu'on doit normalement. Donc, c'est-à-dire que c'est tout ce qui nous reste au niveau, ce sont les net income, par exemple, plus le différentiel entre le capital expenditure et comment on appelle encore ça, et la dépréciation amortissement. OK? Donc, ici, quand j'ai tout payé, je me rends compte encore qu'à la partie du financement, donc partie des investissements ici, je dois encore payer les loyers. Ça n'a pas de sens. La dette locative enlevée, il faut qu'on l'enlève directement au niveau des flux opérationnels. C'est très mal fait. Franchement, ça complique la tâche inutilement. Ça donne une mauvaise information des free cash flow. Ce qui fait que sur les compagnies européennes, j'aurais tendance à préférer même les net income à la fin de la journée, les bénéfices nets.
Parce ouais, je préfère les bénéfices nets ici. Donc ici, on se dit, on n'a pas 400 millions ici de free cash flow. Au niveau des free cash flow ici, je pense qu'on va se retrouver aux alentours des 200. Voilà, si on veut faire simple, hein, on va se retrouver aux 250, 200 millions par là. Je vais prendre les net income sur cette entreprise ici parce que je n'ai pas confiance au free cash flow. Pas du tout. Donc ici, les net income nous donnent la véritable rentabilité de cette entreprise-ci. Donc, on va prendre les net income ici. Sur les 12 derniers mois ici, on a 126 millions ici. Donc, je vais mettre ici la médiane. À peu près, qu'est-ce qu'on a en médiane? Voilà. On a 73 millions ici. Voilà. OK, 73 millions. Je vais le mettre ici sur les 3 dernières années à peu près. 123 millions. Donc, ouais, je prends 123, 125, 123 millions ici. D'accord? On va mettre 123 millions ici en termes de free cash flow. C'est en millions, 123 millions. Ce sont les free cash flow, mais vous savez que je suis passé par les net income ici. La dette nette n'est pas exactement celle qui est affichée présentement. Donc, il faut également faire attention par rapport à ça. J'aurais pu arranger ici les free cash flow, essayer de se ressortir quelque chose d'à peu près correct ici, mais voilà, si on se dira qu'aux alentours de 100... on peut être aux alentours de, si j'enlève à peu près le 230 millions ici, ouais, on peut être aux alentours des 170, 150 millions par là. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Ici, une fois que j'ai la dette nette ici, le PR moyen, donc le PR moyen de cette entreprise est de combien? Donc le PER moyen, je pense qu'on sera aux alentours des 15 fois les bénéfices ici, vu le niveau d'endettement, parce que 900 millions quand même, c'est beaucoup. Par rapport au net income ici, il va nous falloir près de 10 ans pour rembourser cela ici. Donc, on prend ici la moyenne ici des PER sur cette entreprise ici. On est à combien? La moyenne, on va prendre la médiane ici. La médiane, on a 12 fois les bénéfices ici sur les 5 dernières années. OK, je pense qu'on peut aller à 15 fois les bénéfices ici. Je prends 15 fois les bénéfices. On va prendre 15 fois les bénéfices parce que pour se protéger, par rapport à, vu qu'on a fait des modifications au niveau des free cash flow ici, on peut se prendre 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices multipliés par 123 millions ici. D'accord? Ça fait à peu près 1 milliard 845 moins 932 millions qui reprend ici la dette à long terme, hein, essentiellement. Je n'ai pas pris la dette parce que la dette, ça prend en considération les chiffres de 2021 ici. Donc, si je peux également aller mettre ça ici. On va mettre ça au niveau de, voilà, le balance sheet ici. On va regarder le quarterly. Donc, si on a des informations en quarterly ici, donc on a des informations du mois d'août, on peut aller regarder ici que l'entreprise a du cash à peu près au niveau de 300 millions. Donc, 300 millions de cash. Au niveau de liability ici, dette à long terme, 900 millions ici. Dette à court terme, on a combien? Dette à long terme. Donc, oui, on peut même se dire qu'on a une dette nette. Si on prend la dette nette, 900 millions de dette à long terme, moins le cash net ici, qui est de 300 millions ici, on va se dire qu'on a une dette nette aux alentours des 600 millions par là. D'accord? On va se dire qu'on a une dette nette aux alentours des 600 millions par là. Donc, sachez qu'en enlevant 932 millions ici, je laisse 300 millions sur la table. OK? Donc, on est à peu près à 913 millions ici. Donc, quand je divise ici par le nombre d'actions qui est de 28 millions ici, donc divisé par 28 millions en date d'aujourd'hui, on va se dire que la valorisation actuelle est plutôt correcte. 32, 36 millions ici, parce que dites-vous que j'ai laissé à peu près 300 millions sur la table. Donc, le 300 millions qui représente ici le cash net, parce que je n'ai pas pris la dette nette ici, j'ai pris la dette à long terme uniquement, OK? Si j'avais pris la dette nette, je devais l'ajuster ici. Et si je l'ajuste en plus aux 300 millions qu'on a présentement en cash, en tout cas, en espérant que ce soit 300 millions et que ce logiciel me donne une bonne information, on pourrait se dire qu'on a à peu près 10 $ de différentiel ici. Donc, on peut aller aux alentours des 42 $ l'action. Mais je préfère me protéger déjà ici en disant qu'OK, au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. En date d'aujourd'hui, cette entreprise est correctement évaluée. Ce n'est pas une opportunité d'investissement présentement. D'accord? Le dividende ici, il représente à peu près 5,5% ici. Donc, 5,5% ici, ça représente un paiement à peu près de combien? Si on a une capitalisation aux alentours de 963 millions ici, multiplié ici par 0,05, on va mettre 5,55. Ça donne ici à peu près 53 millions ici. Donc, 53 millions ici, moins la dette nette, mais moins le net income de 123 millions ici, donc 123, donc ça dit qu'on a à peu près les moyens de payer ce dividende. Ce dividende-ci, il est safe, on a les moyens de le payer, mais est-ce qu'il faut payer le dividende? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. C'est un 50 millions qu'on met à la poubelle chaque année, d'accord? Penche sur 50 millions, on pourrait au moins baisser le niveau d'endettement ici, d'accord? Sauf si les intérêts sur la dette sont tellement, on a peut-être 1% d'intérêt sur la dette ou bien 2%, ce qui revient à 18 millions par an, mais
il serait judicieux, par exemple, de réduire comment on appelle ça, de réduire le niveau d'endettement premièrement ici. Donc, je ne dirais pas que le dividende ici n'est pas safe, mais bon, à la fin de la journée, voilà, je ne sais pas, je ne pense pas que ça ne fait pas longtemps que cette compagnie également paye un dividende, donc il faut faire également attention par rapport à cette information-là. Donc, Fnac Darty est correctement évalué par rapport aux éléments que je vous ai mentionnés ici. N'hésitez pas, généralement, rappelez-vous, compagnie européenne, toujours vérifier le net income, toujours vérifier la dette nette, sans prendre en considération les loyers. C'est très important. OK? N'oubliez pas ça, surtout quand vous avez une compagnie qui est dans la vente au détail. Donc, Fnac Darty, c'est aux alentours des 32 € ici. On va se dire que le prix actuel est juste correct. OK? On n'a pas vraiment d'opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.